Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de toujours voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Rémi. Rémi est rentier immobilier. Il n'a pas 60 ans et n'a pas hérité d'une fortune. Il s'est simplement formé et est passé à l'action. Cela lui a permis de remplacer son salaire de cadre à la défense par des revenus locatifs en seulement 2 ans. À travers notre discussion, tu vas découvrir son parcours, pourquoi il a commencé à investir dans l'immobilier et comment cela lui a permis de devenir libre. Il a mis en place un système pour gérer ses locations à distance et il a pu accomplir son rêve de partir 5 mois en Asie avec sa femme. On parle d'ailleurs de leur voyage, de ses plus belles découvertes ainsi que de quelques galères. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir par toi-même à travers ce podcast. Juste avant, si tu aimes écouter le podcast Libre de toujours voyager, n'hésite pas à en parler autour de toi et mets-lui une note ou un commentaire si tu l'écoutes sur Apple Podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Salut Rémi, merci beaucoup de participer à ce podcast. Salut Joris, merci à toi pour l'invitation. Nous, on se connaît déjà depuis quelques temps. On s'était rencontrés, même on avait commencé à discuter en ligne avant d'aller à l'île Maurice voir Cédric Anissette. On a été invités pour un séminaire une semaine. On avait commencé à papoter ensemble en ligne. On était en mode rageux parce qu'on participait à un jeu concours et il y a des gens qui trichaient. Donc on a commencé à se parler comme ça. Ça fait bien 2 ans, je pense maintenant. Ouais, quasiment. Ouais. 2 ans. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle Rémi, donc là j'ai passé la trentaine il y a quelques jours. Allez, joyeux anniversaire. Merci, bienvenue dans le clan. Moi de base, j'étais consultant en fait pour une entreprise, on en rediscutera un petit peu derrière si tu veux. Et maintenant, je suis investisseur immobilier à temps plein et j'accompagne des gens aussi à réussir leurs investissements immobiliers. Ok, donc tu es rentier immobilier. Normalement, on dit plutôt qu'on est rentier immobilier quand on a 60 ans. Alors, toi, tu es rentier immobilier, tu as 29 ans apparemment quand tu as pu dire « Ok, je suis rentier immobilier ». Ouais. Et c'est parce que tu as eu une grosse somme d'argent venant de tes parents. Comment ça s'est passé? Ouais, mes parents sont millionnaires en fait, donc ils m'ont donné 10 millions et je suis revenu rentier d'un coup. Non, pas du tout. En fait, mes parents, ils ont toujours gagné correctement leur vie, ni plus ni moins. Mais si tu veux, en gros, l'argent c'est toujours été quelque chose de tabou. C'est-à-dire que pour eux, le seul moyen de devenir riche à vie, c'est le fameux CDI, métro, boulot dodo. Et puis à 60 ans, tu as assez d'argent, tu prends ta retraite, et puis là, tu commences à te faire plaisir, là, tu commences à acheter des trucs, acheter de l'immobilier. Et en fait, tout le reste de ta vie avant, c'est que du CDI, tu vois. Et donc, mon père, il avait déjà acheté un ou deux biens, mais plutôt en mode résidence principale et résidence secondaire un peu pour sa retraite. Mais c'était des choses où il me disait, tu vois, je paie plein d'impôts, je gagne pas d'argent dessus, il y a des taxes, les locataires, faut les gérer, c'est chiant. Et donc, dans ma tête, je me dis, non, mais l'immobilier, c'est impossible de gagner de l'argent avec l'immobilier. Le seul moyen, c'est de l'acheter cash ou de pas avoir de crédit, parce que sinon, ton locataire, il paye pas assez. En plus, ton locataire, il va te péter tout l'appartement. Et donc, tu vas jamais gagner d'argent. Et je me suis rendu compte, en me formant, en assistant à des séminaires, en participant à des masterminds, où on s'est aussi rencontré à Maurice, par exemple, en rencontrant des gens qui ont fait un peu ce que je voulais faire, qui avaient une autre voie possible. Et donc, j'ai décidé en fait de me lancer dans l'immobilier. Et en à peu près 2 ans, je suis devenu rentier immobilier. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu, comme tu l'as dit, un peu Tu fais rien. idiot. Voilà, Ouais. tu fais rien. Je pense que je bosse peut-être autant, voire plus qu'avant, mais vraiment, par contre, sur des projets qui m'intéressent. Et je suis pas millionnaire ou milliardaire comme tout le monde peut le laisser entendre. Je pense qu'on partage un peu les mêmes valeurs là-dessus, mais peut être rentier sans gagner 50, 100 000 euros par an. J'aime bien dire qu'en fait, pourquoi je suis rentier, c'est que toutes mes charges sont plus faibles que les revenus immobiliers que j'ai. Et donc, j'ai accès d'excédents nets tous les mois pour vivre, pour voyager, pour profiter de la vie. Donc, ouais, t'étais consultant dans la compta, un truc comme ça, non? Quand on t'entend parler. Non, en gros, pour faire simple, tu gagnes plus que ce que tu dépenses, quoi. C'est tout. Ouais, voilà, je gagne plus que ce que je pense. C'est Non, ça, j'étais ouais. pas consultant de la compta. Non. Quand, si tu gagnes 1 000 euros par mois et que tu dépenses 800 euros par mois, si par exemple tu vis en Thaïlande, tu peux dire, ok, je suis rentier. Enfin, Ouais, t'as pas besoin de gagner 5 000, 10 000 euros, même si ça peut être un objectif pour certains. ouais, T'as pas besoin de faire ça. Et ouais, moi, c'était un peu le même principe. Mes parents avaient acheté un petit appartement.
mais je savais même pas qu'ils avaient acheté pour investir. Mais ils achetaient un appartement neuf, ils perdaient de l'argent tous les mois dessus. Ils avaient des galères avec le locataire, qu'ils ont du mal à faire payer, partir, qui payait pas. Moi, c'est un peu la seule expérience aussi que j'avais dans l'investissement immobilier. Euh, et je pense qu'on a à peu près les mêmes raisons qui nous ont apporté vers l'investissement immobilier, parce que moi aussi j'ai commencé par l'investissement immobilier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait te dire un jour, parce que tu avais, je pense, une bonne situation, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, non, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, en fait, tout simplement. Ouais, bah en fait, je pense que c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, et je pense que ça fait rager entre guillemets pas mal de gens. Mais on dit souvent, moi, les gens que j'ai vus qui ont réussi le plus rapidement en immobilier, et c'est le cas vraiment des personnes que je côtoie d'investisseurs et des personnes que j'accompagne, c'est souvent les gens qui n'avaient pas un très gros salaire. Parce qu'en fait, ces personnes, si tu veux, elles se disent, OK, là, je gagne 1500, 2000. Bah, finalement, si je fais 3-4 appartements rentables, je peux très rapidement remplacer mon salaire. Tu vois. Alors que quand tu commences à être sur des 2005, 3000, voire 3005, voire 4000, gens que j'accompagne qui ont 5-6 000 euros de salaire et qui se disent j'en ai marre de leur boulot, bah, en fait, la problématique qu'ils ont, c'est que le gap entre j'ai zéro revenu immobilier et je remplace mon salaire, il est ultra énorme. Tu vois. Il est ultra énorme et donc pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je gagne à peu près 2005 par mois. Donc, salaire plus, on va dire, par rapport à la moyenne des Français, mais sans non plus être mirobolant. J'étais à Paris, donc en gros, t'imagines bien Ouais. que les frais étaient complètement différents des frais de la province ou ailleurs. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait dire ça, c'est que tout le monde me disait, t'as de la chance, t'as de la chance, t'es en CDI, t'as un métier de consultant, tu travailles avec plusieurs entreprises, tu voyages avec ton boulot, t'as les tickets restaurants, ça faut le savoir, les Ouais. tickets restaurants, ça fait rêver tout le monde, c'est une petite connu. Et en fait, je me suis dit, mais quand je vais au boulot, j'ai pas de sens, tu vois, ça me fait pas kiffer. Et surtout, comme tu es consultant, bah, l'avantage, c'est que tu changes de mission régulièrement. L'inconvénient, c'est que c'est pas toi qui choisis tes missions. Donc, tu peux faire 3 mois sur une mission de ouf, tu te dis, c'est le job de mes rêves, c'est le boulot de ma vie. Et puis après, bah, les 6 prochains mois, on t'envoie sur une mission pourrie, dans un client que t'aimes pas, à faire un boulot que t'aimes pas. Et en fait, et pourtant, tu vas travailler 50, 60 heures par semaine sur un truc que t'aimes pas. Et à l'époque, j'étais aussi sur Paris. Donc, le fameux RER A ou ligne 1 tous les matins, où ça sent la transpi, qui était collé comme ça. Bon, là, vous avez que l'audio, mais enfin, vous imaginez bien quand tu es entassé dans un métro, c'est horrible. Et donc, je me suis dit, je veux pas faire ça toute ma vie, quoi. Je veux pas faire ça toute ma vie. Et donc, j'ai décidé de me lancer sur l'immobilier. Et j'anticipe peut-être une question que tu peux avoir, c'est finalement pourquoi l'immobilier? Parce qu'il y a la bourse, il y a l'entrepreneuriat, il y a Bitcoin, il y a tous ces trucs-là. Et clairement, parce que l'immobilier, c'était pour moi quelque chose de concret. Tu vois, c'était un truc où je pouvais dire, quand je me balade avec mes enfants, ma femme, mes amis, de leur dire, bah, tu vois, papa, ça c'est l'immeuble de papa, ça c'est l'appartement. Si je vais dans cette ville et que, en gros, je suis en galère, bah, je sais que j'ai un endroit où me loger. Et c'est du concret, tu vois. C'est du concret. Et surtout, clairement, comme j'avais pas beaucoup d'épargne, bah, j'ai commencé à regarder la bourse. La bourse, on te vend des rendements mirobolants. Ouais. On te dit tu peux faire 30-40%, et je parle même pas du Bitcoin si tu regardes ça maintenant. On te dit tu peux faire 300, voire 3000% parfois dans certaines phases. Le problème, c'est que si tu fais 300% et que tu mets 100 balles, c'est pas comme ça que tu vas vivre de tes revenus à vie, tu vois. Alors que l'immobilier, c'était le truc où vraiment on te disait, bah, même si tu fais entre guillemets 10, 11, 12% de renta, sur du 2000, 200 000, 300 000, 400 000, tu peux acheter avec 0 € d'apport, bah, un peu comme tu as fait toi, un peu comme j'ai fait moi aussi. Donc, C'est c'était ça, vraiment c'est que l'avantage. l'effet Pas de galère. levier est énorme, c'est que tu as du 10%, mais sur de l'argent qui est pas à toi, en fait. C'est Ouais, c'est ça. ça, en fait. Et les gens ne le comprennent pas, mais en fait, c'est assez marrant ce que tu disais sur est-ce que mes parents étaient riches, est-ce qu'ils étaient riches? Non, en fait. Et la plupart des gens, ça commence à changer, à se démocratiser, mais la majorité des gens, est-ce que tu es propriétaire, tu es millionnaire? Mais en fait, non, c'est l'argent, c'est juste que tu as fait les bonnes choses pour d'un côté emprunter l'argent des autres, qui est l'argent de la banque, et de l'autre côté, te faire rembourser par l'argent des autres, qui est celui de ton locataire, pour t'enrichir. Mais j'ai pas d'argent de base, en fait. Moi, j'aime bien dire, plus je suis endetté, plus je m'enrichis. Comme ça, au moins, les gens comprennent. Et plus tu as de crédit, c'est-à-dire plus tu t'enrichis et tu crées de la valeur. Et donc, à terme, bah, tu deviens, ton patrimoine complet, il est à toi et tu l'as jamais financé, tu n'as jamais mis un euro de ta poche. Et donc, le but que tu avais au départ quand tu as commencé à investir dans l'immobilier, c'était vraiment pour se sortir de cette routine que tu avais au travail, où tu avais déjà des visions de, j'aime bien dire liberté parce que c'est le thème du podcast, de liberté de voyager, ou ça c'est quelque chose qui t'est venu après. J'imagine que les voyages, c'est peut-être un peu plus ta conjointe. Euh, Ouais.
Ou Ouais, c'est déjà un but que tu avais, tu t'es dit, OK, moi, je vais investir dans l'immobilier et je vais finir, je vais passer tout mon hiver sur une plage à siroter des cocktails. Tu voyais ça comme ça ou tu voyais ça comment? non, pas du tout. En fait, forcément, tu vois, quand tu commences, tu peux avoir des visions de dire, ouais, j'en ai marre de mon patron, j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de me casser sur une plage déserte. Et en fait, c'est une vision, c'est pour ça que j'aime pas parler de rentier, parce que c'est un peu la vision que tout le monde a. Ils se disent un peu le gros de 60 ans avec la bedaine qui est avec son mojito à l'île Maurice. Et en fait, c'est pas du tout ça. Tu vois, moi, c'était pas du tout la vision que j'avais, parce que cette vision, elle te fait rêver finalement 1 ou 2 semaines. Et puis après, au bout de 2 semaines, quand t'es un peu entrepreneur actif, comme on peut l'être, et puis j'imagine que les gens qui te suivent sont un peu dans cet état d'esprit. Au bout de 2 semaines, tu dis, OK, on fait quoi, tu vois? On est resté tranquille 2 semaines maintenant, et ça te fait pas grandir, en fait. Et donc, quand j'ai commencé, je me suis dit, je voyais ça plus comme un complément de revenu. En mode, je gagne tant avec mon salaire actuellement, bah, est-ce que je peux investir pour augmenter mon niveau de vie, tu vois? Et puis, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, et je me suis dit, tiens, c'est incroyable, ça fonctionne. Donc, autant le reproduire. Et puis, à un moment, bah, en fait, je suis arrivé au même niveau de revenu immobilier que mon salaire, et je me suis dit, tu fais quoi? Et c'est vrai qu'à cette époque, on avait dans la tête avec ma femme de se dire, bah, en gros, on adore voyager. Tu vois, on a fait pas mal de voyages ensemble. À un moment, on était à 2, 3 voyages par an, que ce soit des gros ou des petits voyages. Et on se disait, tu vois, ce qui est chiant, c'est que quand on veut faire un voyage, l'organisation, c'est incroyable. Il faut demander à son patron si c'est OK pour prendre des congés. Forcément, bah, surtout en France, quand tu dis que tu veux aller en congé en dehors de juillet, août, Noël, bah, c'est compliqué parce que derrière, bah, tu as le boulot, etc. Et nous, bah, comme la plupart des gens qui n'ont pas d'enfants, tu préfères quand même partir en dehors de ces périodes-là parce que bah, ça coûte moins cher et tu as moins de touristes. Voilà. Et donc, nous, on essaie souvent de partir en février, mars ou avril, voire octobre, novembre. Et c'était la croix à la bannière, quoi. Clairement, il fallait que je prévienne 6 mois à l'avance. Il y a une fois, on m'a dit, bah non, tu peux partir 2 semaines, tu peux partir que 10 jours. Donc, le voyage qu'on avait prévu, bah, en fait, c'était trop court, donc on a dû changer de destination. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie toute ma vie, à chaque fois que j'ai envie de me faire kiffer et de partir voyager, d'attendre l'accord d'une personne, d'un patron, qui me dit, bah en fait, là, je suis OK pour que tu partes, et puis là, je suis pas OK, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, bah l'immobilier, à un moment, et vraiment, ça arrivait très rapidement parce qu'on adorait les voyages, ça va remplacer mon salaire et ça va me permettre de dire si demain je veux bosser un dimanche toute la journée, je bosse toute la journée. Par contre, si le lundi je veux rien faire et partir en voyage, je peux partir en voyage. Tu vois. Personne va me dire quelque chose. Et après, on s'est un peu, on aimait les voyages et puis un peu on se challengeait, on disait mais putain, on voyait des gens qui faisaient un peu comme toi, on suivait beaucoup aussi à l'époque, on échangeait pas mal, des gens qui voyagent beaucoup et on se disait mais pourquoi on le fait pas nous? Pourquoi on part pas un peu 4, 5, 6 mois à voyager et puis forcément au début tu te dis non mais de toute façon enfin, on peut pas le faire, on va pas y arriver, on va pas avoir l'argent, on va pas gérer le truc et en fait on s'est motivé, on s'est mis une deadline qui correspondait à peu près à 2 ans d'emploi de mon côté et on s'est dit bah ok à cette date-là, c'était avant l'été 2019, ben on part voyager 5, 6 mois. Et donc, en fait, ça a été un peu le pourquoi, le driver qui nous avait fait avancer et qui a fait que j'ai accéléré vraiment sur l'immobilier pendant cette période-là. Et donc, c'est ce que vous avez fait. On va revenir un petit peu sur la partie Ouais, voyage après. Je voulais savoir sur l'immobilier, comment tu t'es formé parce que en fait, c'est facile. N'importe qui peut acheter un appartement ou une résidence principale. Il suffit d'aller voir une agence immobilière et d'aller voir sa banque et c'est assez simple en fait. Mais par contre, quand tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est complètement différent. ouais, Est-ce que tu as dû te former? Comment ça s'est passé cette partie-là? ouais. Bah en fait, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est que l'immobilier, c'est pour moi, c'est super simple d'acheter un bien. Alors les gens qui n'ont jamais acheté vont peut-être se dire, mais non, moi je trouve ça compliqué. Le processus d'achat, il est ultra simple. Par contre, après, le fait d'acheter un bien rentable qui va te faire gagner de l'argent tous les mois maintenant et pas dans 20, 25 ans quand tu rembourses ton crédit, c'est plus compliqué. Et bah, comment j'ai fait? Je me suis formé beaucoup sur le terrain parce qu'à l'époque, alors je dis à l'époque, on va avoir l'impression que j'ai 70 ans, mais il y a 2, 3 ans, l'immobilier n'était pas aussi démocratisé que maintenant. Maintenant, Alors, tu as je énormément. te coupe juste parce que tu penses que c'est démocratisé, parce que toi, maintenant, tu es dans le milieu. Et moi, Ouais, j'ai cette même impression. Et tous ceux qui t'entourent, c'est des investisseurs, il y a des investisseurs ouais, immobiliers. c'est vrai. Mais au final, tu parles à quelqu'un dans la rue, il va te prendre pour un taré. Donc, je pense pas que ça soit plus démocratisé. Il y a plus de Ouais, personnes c'est qui en pas vrai. parlent en ligne, on va dire, plus de formateurs, mais je suis pas sûr que ça soit plus démocratisé encore. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que
on a tendance à être un peu biaisé par le fait que, ben, comme on est qu'avec des investisseurs immobiliers ou des gens qui sont un peu comme toi, qui voyagent, qui entreprennent, on se dit en fait tout le monde est pareil, mais non, t'as raison. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait, je pense, quand même moins d'infos que maintenant. Ouais. Il y a plus de chaînes YouTube qui sont développées. Et donc, je me suis fait un peu les dents sur le terrain. J'ai pris des formations immobilières, j'ai assisté à des séminaires, principalement des masterminds où on s'est rencontrés aussi. Et j'ai aussi beaucoup appris sur le terrain en faisant. Et donc, moi, j'ai une approche qui est assez différente. C'est que j'ai commencé par un petit bien sur lesquels je générais à peu près 150, 200 euros de cash flow. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le cash flow, concrètement, comme tu disais, de façon comptable, quand tu enlèves, tes revenus locatifs d'un côté, tu as toutes tes charges de l'autre. Une fois que tu as enlevé tout ça, ce qui te reste en excédent, c'est ce qui te permet de vivre tous les mois avec. Et j'ai commencé assez bas pour me dire, je vais le tester, je vais voir que ça fonctionne. Et maintenant, je suis plutôt sur des appartements. On est sur du 800, 900, voire 1000 euros net tous les mois. Mais je me suis fait sur le terrain. J'ai essayé sur un petit appartement. Je me suis cassé la gueule, clairement. J'ai perdu énormément de temps, énormément d'argent. C'était le coût de l'apprentissage. Et j'ai vu que ça marchait. J'ai reproduit ce que ça marchait en mieux. Et puis, je suis allé sur un apprentissage continu, quoi. Mais j'ai fait un peu de formation, plutôt vidéo, séminaire principalement et d'échanges. Et après, j'ai fait beaucoup de formation de terrain. Ouais, moi, c'était un peu la même chose. Je fais comme toi, j'ai acheté 2 appartements vraiment avec peu de rentabilité qui me dégagent, c'est ça, 200, 300 euros de cash flow. Ouais. Mais je me suis formé pendant 1 an avant, j'ai lu des livres, suivi des formations en ligne. Parce que c'est ce qui me passionne, c'est d'apprendre aussi. Mais au Ouais. final, quand je vois le temps que j'ai perdu enfin, parce que un mois où tu n'investis pas dans l'immobilier, c'est beaucoup d'argent que tu perds Ouais. techniquement. Et maintenant, comme j'ai des connaissances, j'ai plein d'amis qui viennent vers moi, qui ont vu que ça fonctionnait, qui me posent des questions. Et je leur réponds, mais non, mais faites-vous coacher, faites-vous accompagner par quelqu'un, parce que le temps que vous allez apprendre, vous allez quand même faire des erreurs au début, c'est impossible de ne pas faire d'erreurs. Et dans Ouais. l'immobilier, tu fais une erreur, ça te coûte des milliers d'euros, en fait. Tu peux, Ouais, c'est ça. si tu as des connaissances, très rapidement, un coaching ou se faire suivre par quelqu'un qui est vraiment très bon, tu rentabilises vraiment très, très rapidement. Donc, maintenant, c'est quelque chose que tu proposes. Tu aides des personnes à investir dans l'immobilier. Tu as un groupe d'accompagnement. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu. Ouais, si tu veux, on peut en parler rapidement. En fait, euh, quand j'ai commencé à vraiment croître, on va dire, dans l'immobilier et à dire, en gros, les amis, dans 6 mois, vous me voyez plus parce que j'ai posé ma démission et je pars voyager avec ma chérie en Asie. Il y a des gens d'un côté qui ont dit, mais Rémi, t'as craqué complet. Genre, tu reviendras nous voir quand tu auras les pieds sur terre. Et d'autres qui m'ont dit, ce que tu as fait, c'est incroyable. Je rêve toujours de le faire, mais je sais pas comment faire, je sais pas le faire. Et donc, en fait, je commence à donner 2, 3 conseils. Et puis après, les 2, 3 conseils commencent à devenir des très longs projets, à aider des gens. On avait discuté ensemble sur tes projets. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui commencent à me dire, est-ce que tu peux m'aider à réussir en immobilier? Est-ce que tu peux me coacher là-dessus? Et donc, j'ai commencé à le faire. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an, vraiment structurer les choses pour proposer un vrai accompagnement complet qui va te permettre de mettre en place un système d'investissement immobilier qui va te permettre d'atteindre le premier palier qui est symbolique pour moi, qui est les 1000 euros net de cash flow. Parce que pourquoi ce palier-là? Parce que souvent, 1000 euros, c'est quoi? C'est souvent la moitié, voire un tiers, voire un peu moins d'un tiers du salaire moyen français. Et donc, moi, je sais quand j'ai passé ce premier gap, qu'en gros, j'avais d'un côté la moitié de mon salaire en immobilier, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc. Là, là c'est plus du rêve. C'est pas un coup de chance où tu as gagné un peu sur un appartement et puis tu ne sauras pas le reproduire. Là, tu passes dans une autre métaphore, en fait, dans un autre état d'esprit. Et surtout qu'en fait, passer de 0 à 1000 euros de cash flow, c'était beaucoup plus dur pour moi que de passer de 1000 à 2000 et 2000 à 3000, etc. Après, tu as Parce que, les voilà, automatismes, tu sais comment c'est ça ça. fonctionne, quoi. Ouais. Et donc moi, j'accompagne des gens. Vraiment, je suis là quand je les accompagne, on est ensemble, on revoit les projets ensemble. Je les forme, on va définir la stratégie d'investissement, là où ils doivent investir, les étapes qu'ils doivent mettre en place. On revoit les projets pas à pas et de A à Z ensemble. Concrètement, pour être sûr que quand ils font une visite, ils disent Rémi, j'ai vu ça. Moi, je puisse leur dire c'est génial. Par contre, fais attention à ça et ça et fais une négociation à tel endroit. Ou leur dire non, non, là, si tu fais ça, c'est pas du tout aligné par rapport à tes objectifs, donc achète surtout pas ça, parce que tu vas faire une grave erreur.
et donc je les forme là-dessus via des sessions individuelles avec moi pour vraiment travailler de façon personnelle. J'insiste sur le côté personnel parce que investir dans l'immobilier, on voit trop souvent des gens qui disent bah tiens, j'ai vu mon voisin ou mon pote Pierre qui a acheté un immeuble de rapport, bah moi il faut que j'achète un immeuble de rapport parce que c'est génial, tu vois. Et en fait non, parce que tu peux pas copier-coller la stratégie de ton voisin ou de quelqu'un complètement différent de toi en espérant avoir les mêmes résultats. Par chance, tu vas peut-être y arriver. Par contre, le risque, c'est que tu te casses la gueule et que bah, tu perds énormément d'argent et énormément de temps. C'est comme les mecs, si je prends un peu en parallèle sur le business en ligne, c'est avec le dropshipping. Le dropshipping, il y a eu une période où les gens ils disaient, moi, je fais 1 million de chiffre d'affaires par mois en dropshipping. Tous les gens ont voulu faire du dropshipping parce qu'ils se sont dit, c'est la voie facile. Et il y a plein de gens qui ont perdu énormément d'argent parce que c'est pas du tout une stratégie qui est adaptée pour leur situation et leur objectif. Donc moi, je vais vraiment définir avec toi la meilleure stratégie possible, définir aussi la ville dans laquelle tu souhaites investir. Parce que ça, je l'ai pas trop abordé, mais la particularité que j'ai, c'est que moi, j'ai tout investi à distance. C'est-à-dire que j'investis dans des villes à plus de 3 heures et demie en train de chez moi. Là, actuellement, j'investis à l'étranger. Bah là, on est tous les deux à l'étranger. Moi, là, je suis actuellement dans un pays à l'étranger pour voir les opportunités d'investissement. Donc voilà, j'explique aussi aux gens qui ont la crainte de se dire, bah, ma ville, elle n'est pas rentable. Par exemple de Paris principalement, ou d'autres villes, ma ville elle est pas rentable, je peux pas investir en immobilier. Bah non, en fait, moi je vais t'expliquer comment j'ai fait, comment tu vas pouvoir investir dans une ville qui est inconnue de base pour toi et t'accompagner concrètement pas à pas sur tes projets pour être sûr que tu prennes les meilleures décisions au meilleur moment. J'achète. Tu me l'as bien vendu, c'est bon. Bah, moi, je suis persuadé, de toute façon, j'ai déjà dit, dès qu'il y a des gens qui viennent me poser des questions sur l'immobilier, j'ai dit, allez voir Rémi, il est calé. Moi, quand j'ai des questions, c'est lui que je vais voir. Donc, ouais, la particularité que tu as, c'est que moi, je peux voyager en ayant investi dans l'immobilier parce que moi, c'est un investissement type bon père de famille où c'est Ouais, location meublée. ouais, J'ai des gens qui sont là, qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans, et je suis tranquille. Il y a juste quand il y a des turnover ou des petits problèmes techniques qu'on m'appelle. Et ça, et à part la compta, j'ai pas du tout à m'en occuper. Alors que toi, t'as beaucoup de stratégies immobilières qui sont beaucoup plus difficiles à gérer à distance. Par exemple, quand tu fais de la location courte durée, type Airbnb, où tu as des gens ouais, qui restent de nuit, qui partent, il faut faire le ménage, donner les clés, tu as plein de ouais. choses à gérer. Euh, Ça, c'est beaucoup plus de travail. Ce qui implique plus de travail, dit plus de rendement derrière. Mais comment tu gères ça, par exemple, la location courte durée, ça m'intéresse à Ouais. distance. Alors, Oh, en fait, je reviens, je vais corriger ce que tu as dit. Plus de renta n'implique pas forcément plus de travail. ouais, Dans la tête des gens, voilà, on pense ça. Ça implique plus de travail quand tu mets les mauvaises étapes en place. Forcément, tu vois, je rebondis un peu sur le point de la stratégie. La location courte durée, c'est le meilleur exemple. Parce que la location courte durée, on te dit, bah, sur un appart, avant, tu louais 500. Là, tu vas louer 1500, donc c'est énorme. Donc, tu dis, ah, non, mais enfin, en fait, si tu fais les calculs, faut être bête pour pas en faire. Tu vois. Sauf que quand tu mets tout bout à bout, tu as des charges en plus, tu as du temps passé en plus, tu as de la gestion en plus, tu as de la gestion de clients. Donc, gérer un client tous les 2 ans, c'est pas pareil que de gérer un client tous les 2 jours. Et donc, faut que ça soit adapté. Et si tu mets les mauvaises actions en place, ben, en fait, la mécanique se retourne contre toi. Et finalement, c'est plus intéressant de louer en location meublée comme tu peux le faire que de louer en location courte durée. Et en gros, bah, moi, si tu veux, j'ai beaucoup échangé avec des gens qui faisaient ça aussi. Et je me suis dit, attends, concrètement, quand je vais être en Asie, il faut pas que je puisse arrêter mes investissements pendant 5 mois parce que sinon, je vais perdre beaucoup trop d'argent. Donc, pas à pas, j'ai réfléchi de façon incrémentale à toutes les actions que je peux mettre en place qui allaient me permettre concrètement d'automatiser, de déléguer complètement mon business. Et quand je dis déléguer, c'est pas de perdre de l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent si je délègue, je vais perdre trop d'argent, donc c'est plus intéressant. Moi, clairement, et c'est ce contradictoire, c'est que je gagne plus d'argent en déléguant qu'en ne pas déléguant, parce que forcément le service il est exemplaire, parce que les gens ils ont un temps à consacrer, et donc ça me ramène plus de clients, je peux louer plus cher et donc je gagne plus d'argent. Donc si tu veux, c'est un effet qui se coule qui est plutôt sympa, mais clairement quand j'étais en Asie, moi j'ai automatisé tout mon process. Donc tous mes calendriers sont synchronisés, je suis sur différentes plateformes. Je vais pas dire les marques parce qu'il faut pas qu'on fasse de pub à ce niveau-là, mais c'est les deux marques, les deux sites les plus connus de location d'hôtels et de maisons. Donc, je pense que les gens vont se reconnaître.
Mais en gros, les calendriers sont synchronisés. Donc, j'ai pas de risque qu'il y a une personne qui réserve d'un côté sur une plateforme et que de l'autre, on lui dise, en fait, non, c'est déjà réservé, comment ça se passe. Ils reçoivent un mail automatique avec toutes les informations. Ma gestionnaire qui gère mes appartements, donc qui gère tout le ménage, le changement des draps, réapprovisionnement des consommables, elle reçoit le mail, elle prépare l'appartement, elle accueille les clients. Eux, ils passent leur séjour. Et après, ils ont des relances automatiques de comment ça s'est passé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous intéresse. Et moi, en gros, concrètement, mon travail là-dessus, c'est de m'assurer que tout va bien, qu'il y a des bons commentaires clients. Si on n'a pas des bons, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de répondre à quelques questions des clients. Et encore, je le fais quasiment plus. Et surtout, moi, je gère plutôt la partie stratégique de taux d'ouverture, quel prix on va mettre, pendant combien de temps on va ouvrir cette période parce qu'il y a un événement particulier, donc il faut qu'on passe x2, x3 sur les prix. Et c'est ce qui m'a permis en Asie de pouvoir le gérer. Parce que toi qui voyages beaucoup, tu le sais, en Asie, parfois, on était sur du 6-7 heures de décalage horaire. Donc concrètement, si tu as un client qui arrive le soir et qui arrive à 20 heures et que toi, c'est 4 heures du matin, il peut pas t'appeler pour te dire « Coucou, je suis dans la porte ». Donc en fait, j'ai tout automatisé pour que finalement, ça me prenne autant de temps que des appartements que j'avais en location meublée classique. Ouais. Je pense que tu as mis l'eau à la bouche de beaucoup de personnes. Et franchement, je dis souvent, mais moi, je pense que je me suis lancé trop vite sur les business en ligne, que j'aurais dû profiter quand même de ma situation, on va dire, qui était confortable, où j'avais mon CDI, que les banques aiment beaucoup, mine de rien, même si tu peux investir sans CDI, en étant intérimaire, il y a énormément d'exemples. On se pose beaucoup trop de limites pour ne pas investir, mais il faut reconnaître quand même qu'au niveau des banques, c'est quand même beaucoup plus confortable en disant j'ai un CDI, je gagne bien ma vie, j'ai envie d'investir. Même si d'ailleurs, le premier courtier que je suis allé voir, je revenais de faire du sport, j'étais en jogging, je suis arrivé le voir, je lui ai dit bon, j'aimerais bien regarder combien je peux emprunter pour investir dans l'immobilier. Et le mec, il m'a dit vous avez une résidence principale. Je fais bah non. Il m'a fait bah vous pouvez pas. C'est le courtier qui m'a dit ça. Et donc on a commencé à discuter. Et ça faisait un an que je me formais. Bon, autant dire j'étais hyper calé. Et après il m'a dit bon on va s'asseoir, on va discuter parce qu'il a vu que j'étais pas un guignol. Ouais. Mais même un courtier, le mec, son premier réflexe, c'était t'as pas de résidence principale, t'as pas d'apport à mettre, non, bah, c'est pas la peine. Donc, et ouais, je pense que je me suis lancé trop rapidement quand même. J'ai quitté mon travail et j'aurais dû investir vraiment plus et me faire plus de revenus quand même dans l'immobilier parce que clairement, c'est quelque chose de très très puissant. Et là, en fait, c'est même pas seulement une question d'argent, de pouvoir investir ou pas maintenant dans l'immobilier, c'est que les business en ligne, ça me prend aussi beaucoup de temps parce que, mine de rien, ça reste quand même le début de mon business, donc ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour que la machine soit enclenchée. Ouais. Et j'ai toujours un petit peu de regret avec ma femme, on se dit, quand même, si on avait pu investir quand même plus, ça serait quand même pas mal. Donc, tous ceux qui sont toujours dans leur train-train quotidien et qui savent pas par où commencer, intéressez-vous quand même vivement à l'immobilier parce que c'est le truc le plus périn qui puisse exister. Périn ou pérenne d'ailleurs, je crois qu'on dit pérenne. Les cours de français. Parce que je suis pas un expert. Mais ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que la force de l'immobilier, moi je le vois maintenant parce que je développe la partie business en ligne sur l'accompagnement. L'immobilier, en fait, tu vas mettre des actions en place au début qui vont être assez intensives pendant 3, 4, 5, 6 mois en fonction des projets que tu fais. Par contre, après, une fois que c'est mis en place et que ça tourne entre guillemets à vie, quoi. Tu as des petites choses à corriger, parfois améliorer. La différence et donc tu gagnes de l'argent vraiment en automatique. Après, la différence avec le business en ligne, comme tu l'as dit, c'est que tu es obligé de faire des actions en place tout le temps. Donc business en ligne, si tu fais rien pendant un mois, en gros, tu es tellement en retard que tu as perdu trop de chiffre d'affaires, ton business il s'écroule pas, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment commencé par l'immobilier parce que déjà à l'époque j'avais pas d'idée. Donc je me suis dit je peux pas, voilà, j'avais pas d'idée de start-up, j'avais pas d'idée de business en ligne ou autre. Et l'immobilier, c'est assez facile en fait. Tu vois, finalement, tu trouves un bien, tu l'achètes au bon prix, tu le rénoves, tu le mets un locataire. Si tu fais bien les choses en place, t'as pas besoin d'avoir une idée en fait mirobolante à ce niveau-là. Donc c'est beaucoup plus facile derrière. Après, bien évidemment, les effets de levier que tu peux avoir en fait sur le business en ligne, ils sont dupliqués. Mais moi, je l'ai plus vu dans immobilier dans un premier temps parce que j'ai le CDI. Parce que oui, on peut investir sans CDI. Moi, je l'ai fait. J'ai des personnes que j'accompagne, tu vois, qui sont entrepreneurs, qui sont restaurateurs en CDD intérimaire. Mais bien évidemment, la banque, quand tu as un CDI, c'est Saint Graal. Tu vois.
c'est Saint Graal. Donc, en gros, je conseille vraiment aux gens de débuter par l'immobilier et après de se dire j'ai assez de revenus pour lancer mes projets derrière. Ouais. Ouais, sur Internet, par exemple, moi, j'ai des personnes là qui gèrent mes publicités. Donc, c'est à moitié automatique, mais tu as quand même des choses à ajuster, à surveiller. Et puis, sur Internet, ça évolue très, très vite, quoi. Tu as toujours des nouvelles choses à mettre en place, un nouveau logiciel qui est sorti, qui est super intéressant. Donc, vraiment, l'immobilier, allez-y. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur le voyage parce que c'est aussi un des thèmes du podcast. Donc vous l'avez fait, vous êtes parti plusieurs mois en Asie. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez préparé en amont? Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps? Et qu'est-ce que vous avez fait comme voyage? Alors en fait, on est parti 5 mois en Asie. Très clairement, moi, c'est ma femme qui a tout géré. Donc bah là, elle est pas avec nous aujourd'hui pour l'expliquer, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir vraiment un sujet dédié sur comment on organisait le voyage en parallèle de notre métier, parce que bah on était tous les deux employés. Elle avait un métier quand même qui lui prenait énormément de temps. Donc bah c'était le soir, c'était les week-ends. Moi, il y avait l'immobilier d'un côté, donc on a eu des mois assez intensifs. Concrètement, on est parti 5 mois en Asie. On a fait Philippines, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Singapour. Donc, on a fait vraiment des petits pays assez sympas. Et on est parti 5 mois de avril jusqu'à août. Avril-août, ouais, donc ça, avril, mai, juin, juillet, août, ouais, c'est ça, 5 mois. Et donc, ouais, c'était assez dingue, quoi. Donc, on a organisé, en fait, on est parti, nous, on se connaît. Après, je pense, quand tu fais un voyage, il faut se connaître. C'est-à-dire que il y a des gens qui partent, chez toi, ça peut être un peu ton cas, des fois, en mode sac à dos, et puis on a le billet d'avion aller, on a le billet d'avion retour, et puis on voit un peu sur place comment on Ouais, fait. alors c'est devenu comme ça, Ouais, mais mes premiers voyages, je pense que je faisais comme toi, j'avais le billet ouais, d'avion, aller, billet de retour, je savais exactement où je dormais chaque ouais, nuit, je connaissais presque déjà les restaurants dans les villes, enfin pas moi, Madame Entrepreneur Nomade qui ouais. est vraiment meilleure pour moi que moi pour ça. Donc les premiers voyages c'était exactement comme ça, mais là les derniers c'était genre on partait 2 jours avant en Thaïlande, on savait pas où on dormait la première nuit quoi. Ouais, bien sûr. Et je pense faut apprendre à se connaître. C'est-à-dire que nous, on a rencontré plein de jeunes et c'est ça qui m'impressionne. C'est que maintenant, les jeunes, alors je dis ça comme si j'étais un vieux, mais quand je dis jeunes, c'est plutôt les 20, 22 ans, qui partent beaucoup plus librement, qui vont dans les auberges de jeunesse, ce que nous, on faisait pas forcément. Et ça nous impressionnait. Donc, nous, on se connaissait. On savait qu'il fallait qu'on ait quand même une organisation derrière, que ça soit quand même cadré. Donc, les premiers mois, on a vraiment cadré les choses. On savait voilà les déplacements qu'on avait à faire, on a pris des choses à l'avance. Et il y a 2, 3 endroits où on s'est un peu lâché entre guillemets. On s'est dit bah viens on va là, on sort un peu de notre zone de confort et on fait des trucs qu'on n'aurait jamais fait. Et finalement c'est ça la force d'un voyage. C'est là que tu grandis, c'est que si tu y vas pour être en mode plan-plan, ça sert à rien en fait. Tu pars au Club Med pendant 2 semaines et tu fais rien, tu es sur ta plage en mode rentier, comme on disait, Morito, langouste et plage. Nous, ça nous faisait pas kiffer. Donc, on était vraiment là pour découvrir des nouvelles cultures, sortir un peu de nos zones de confort, faire des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant, quoi. Est-ce que ce voyage s'est déroulé comme tu l'attendais? Est-ce que tu t'attendais vraiment à vivre ce que tu as vécu ou ça a été plein de surprises? Non, ça a été plein de surprises. Ça a été plein de surprises très clairement parce que quand tu pars, tu as les plans en fait. Tu vois, t'as les plans, tu te dis là, je sais que dans tel pays, il y a ça qu'on va voir, on va voir ci, on va voir ça. Et en fait, quand tu arrives sur place, je pense que la plus grosse surprise, c'est la gentillesse, la culture des gens. On a vu des monuments, mais si tu veux, c'est comme si je dis, bah, tu pars en Chine, tu sais que tu vas voir la muraille de Chine. Tu vois. Ouais. Donc, bah, après, t'as un sentiment incroyable quand tu vois la muraille de Chine. Mais par contre, t'es pas surpris en te disant, ah bah tiens, la muraille de Chine. Tu vois, si tu t'es renseigné un petit peu, tu sais qu'il y a tel monument. Nous, dans les pays qu'on a fait, on a vu les temples, on a vu des plages incroyables. Mais je pense que ce qui était vraiment sensationnel, c'est tous les gens qu'on a rencontrés, la culture qu'on a rencontrée, des endroits pas forcément recommandés par les touristes qui étaient sensationnels et pour certains qui donnaient beaucoup plus envie que des monuments touristiques ou des lieux touristiques très connus. Parce que nous, on est un peu comme toi, c'est que quand on part dans un pays,
C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'échange pas mal de tips. C'est que quand on part dans un pays, on aime bien sortir un peu des sentiers battus. Tu vois, dire en gros, là c'est le monument principal qu'il faut aller visiter. C'est comme si tu vas à Paris et que tu visites pas la Tour Eiffel, t'as raté Paris. Tu vois. Par contre, après, c'est te dire, ok, dans cette petite rue, il y a ça qu'on peut faire. À cet endroit-là, il y a ça qu'on peut visiter. Ça, c'est un local qui nous l'a conseillé. On va faire une visite avec le local. Et après, on est c'est beaucoup plus intéressant, tu vois. Et donc, j'ai été surpris sur la gentillesse des gens et certains paysages où je me suis dit, waouh. Enfin, je me suis dit, genre, j'ai tellement de gratitude et d'avoir fait ce voyage que on en parlait hier, tu vois. Là, on a encore voyagé cette année, on en parlait hier. On s'est dit, c'est genre incroyable ce qu'on a fait, quoi. Ouais. C'était pas tout le temps facile, par contre, sur les surprises, là, je parle beaucoup de positifs, mais on a eu aussi des surprises, entre guillemets, négatives, des galères, quoi, parce que Ça là-bas, m'intéresse. quand tu... ouais, je sais. Les galères, enfin, voilà, la différence, c'est que t'es en France, t'as une galère, t'as la simplicité, t'as le téléphone, t'as Internet, t'as la famille, t'as les amis. Là-bas, on s'est retrouvé dans des trucs où tu prends des bus, t'es perdu dans la jungle, les mecs te disent, bah, c'est, ton train, il est annulé, les mecs, ils parlent pas un mot d'anglais, ils veulent pas te laisser passer, tu comprends rien, ils te disent c'est tant, tu sais que ça vaut 10 fois moins cher. Le problème, c'est que c'est l'offre et la demande parce que t'es perdu au milieu de nulle part, donc tu payes 2 fois plus cher, ça te pète ton budget. Ouais, on a eu des trucs. En fait, c'est les galères, si tu veux, même quand tu l'organises, t'as forcément des galères. Et la différence, c'est que les galères, elles sont beaucoup plus dures à gérer à l'étranger que quand t'es en France, quoi. Mais au final, Et est-ce qu'il y a eu des choses insurmontables? non, parce qu'on est encore là, donc les choses insurmontables, ça serait on n'a pas, en fait, on n'a pas, on s'est rien fait voler. Très clairement, on s'est rien fait voler. On n'a pas été agressé, tu vois, donc c'est quand même les deux gros risques que tu peux avoir quand tu pars dans des pays à l'étranger. Bien sûr, on s'est fait arnaquer. De toute façon, moi j'ai dit à chaque fois que tu es dans un pays, tu te fais arnaquer. C'est le jeu. Puis en fait, c'est de l'arnaque, on va dire, faut partir du principe que c'est des gens aussi qui de base, c'est des gens qui de base ont un pouvoir d'achat plus faible. Donc si tu veux, quand toi tu leur donnes 1 euro de plus, pour eux c'est 100% d'augmentation en plus. Ouais. Donc il y a vraiment une différence par rapport à ça. Mais après, il y a rien qui a été insurmontable. Oui, il y a des trucs, on a dormi dans des machins, on a eu des puces de lit, on a eu Sandra a été gravement malade. Moi, par contre, big up, c'est qu'en 5 mois, j'ai eu aucun problème de santé. J'ai même pas de tourista, même pas de vomissement, même pas d'intoxication, rien du tout. Rien du tout. Ouais. Genre, Ça peut être dur hein, quand tu te retrouves au milieu de nulle part et que tu as une tourista. J'ai des mauvais souvenirs. Je ne m'étalerai pas trop. ouais. Mais bon, on est tous égaux à ce niveau-là. Je pense que tu sois, je sais pas, Zinedine Zidane ou n'importe Ah qui, ouais, quand tu es malade au milieu de nulle part, tu fais pas le fier. bah, en fait, je pense, voilà, pour rebondir sur ça, la plus grosse galère, c'est ça, c'est que ça nous est tous arrivé de choper une gastro, une intoxication en France, t'as fait un gros repas. Sauf qu'en fait, t'es chez toi, tu vois. T'es chez toi, on va pas rentrer dans les détails, mais tu te sens dans ton confort. Là, quand ça t'arrive, t'es dans des cabanes, dans la jungle, et tu dis, ouah, oh là là, pendant 3 jours, ça va être ça. T'es pas bien, tu vois. C'est encore pire, en fait. Je pense que Ouais. c'est juste que les galères que tu vas rencontrer, tu peux les rencontrer en France en voyageant, mais elles sont juste démultipliées. Parce que Ouais. c'est dans un environnement qui est complètement nouveau. Et on va se dire aussi les niveaux de qualité d'hygiène, c'est pas les mêmes qu'en France. Donc forcément, bah là pour le coup, tu sors vraiment de ta zone de confort. Ça me fait penser là, c'est Samantha, je pense, qui se reconnaîtra, qui va partir en Asie, qui me demande des conseils sur tous les vaccins, mais qui m'a sorti une liste de 15 vaccins qui sont recommandés par le gouvernement. Et elle me disait, ouais, toi, t'as fait quoi? Comment ça se passe? Je lui dis, moi, j'ai un Doliprane, de l'Imodium, mais je suis au roi du monde, quoi. Il peut rien m'arriver. Ouais, alors moi On a tous, j'ai un parent médecin, mais mon père il est médecin, donc je t'avoue que sur les vaccins, on a quand même surchargé, parce qu'on partait 5 mois en fait, si tu veux. La différence, c'est que là-dessus, on n'a pas moi j'ai pas du tout, enfin, mes parents ils sont dans le médical, donc forcément, tu imagines bien que ouais, là-dessus, on t'as fait une belle gaffe. trousse à pharmacie, quoi. Ouais, mais on s'est surtout dit sur les vaccins, tu vois, on veut pas en fait, on l'a plutôt vu dans le sens, on s'est dit, on veut pas en fait que notre voyage s'arrête pour des contraintes Ouais, extérieures qu'on aurait pu éviter. Tu vois. C'est pareil sur l'argent, c'est pareil sur les vaccins, c'est autre. On se dit, si le voyage s'arrête parce que, bah voilà, à un moment, le pire truc, à un moment, on avait des craintes, c'est quand
tu fais des trucs un peu roots, tu te dis, putain, imagine, je me casse un poignet, je me casse une jambe, je suis obligé d'être rapatrié en France. On en a rencontré des gens sur place qui étaient dans cette situation-là. Franchement, c'est un dégoût. Par contre, mais tu peux pas le prévoir, entre guillemets, sauf si vraiment tu as fait des conneries. Mais ce qu'on voulait pas, c'est de se dire, en fait, on a chopé, je sais pas, la fièvre typhoïde, alors qu'on aurait pu, par un vaccin, l'éviter, et qu'on s'est dit, on le fait pas, tu vois. Et on se dit, en fait, parce que si ça t'arrive, tu pars 5 mois, ça t'arrive 4 mois et demi, tu te dis ça va. Par contre, si ça t'arrive la première semaine et que ça t'explose tout le voyage, toute l'organisation que tu as mis en place, elle est foutue. Donc, après, nous, c'est nos caractères. On a une approche plutôt avec précaution. Tu vois, on va faire les choses avec précaution, avec organisation, sans être dans le trop non plus. Mais par contre, on s'est dit voilà, les choses les plus graves à choper, c'est ça, ça et ça. Comment on peut les éviter et si on peut les éviter, autant le faire et être tranquille derrière. Et tu vois, par exemple, il y a une maladie qui s'appelle l'encéphalite japonaise. En fait, l'encéphalite japonaise, en gros, pour pas rentrer dans les détails, c'est un truc que tu chopes soit dans les rizières avec des moustiques qui piquent la nuit, soit dans les éleveurs de porcs. Mais c'est un truc ultra rare. Tu vois, même le médecin nous a dit, par rapport à votre parcours, il y a un risque qui est très très faible. Le problème, c'est que il te dit, si tu le chopes, ça tape le cerveau. Donc en fait, c'est comme si tu avais quasiment un cancer du cerveau et donc tu as une dégénérescence. Donc je me suis dit, d'un côté, mon cerveau, il est quand même important. Donc je me suis dit, voilà, je préfère le faire. Et après, tu vois, aller dans des endroits peut-être un peu plus reculés, sans contrainte, et me dire, en gros, je crains plus grand-chose, tu vois. Alors, il faut faire attention. Mais je me dis pas, oula, attention, si je vais dans cet endroit, j'ai quand même un risque, donc il faut que je fasse super attention, il faut que je mette plein d'anti-moustiques, il faut que je me couvre de la tête aux pieds. Tu vois, à contrario, nous, avec les vaccins qu'on a fait, on était en short et en tongs. Franchement, anti-moustique, j'en ai très peu mis, quoi, tu vois. Ouais, c'était plutôt pour les démangeaisons. Moi, Ouais, je me voilà, suis c'est bien ça. fait tabasser. Je pense qu'en Thaïlande, ils m'aimaient bien les moustiques. Ah ouais, c'est. Ils venaient que sur moi, quoi. Donc bon, ouais. Moi, je mettais la masse d'anti-moustiques, mais ouais, j'avais pas fait de vaccin. Mais effectivement, c'est sûr que quand tu regardes ce que ça te coûte, ce que ça te fait, toi, de faire un vaccin par rapport au risque que tu as derrière, quand tu y réfléchis, tu le fais quand même. Mais Ouais. bon, après, moi, je suis un petit peu plus olé olé, on va dire, sur ce point-là. Ouais, juste ce que je voulais savoir, c'est maintenant que c'est un objectif et que vous l'avez fait. Comment tu vois le futur? Est-ce que tu dis, OK, on va refaire chaque année des longs voyages ou maintenant c'est fait, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose? Alors, refaire des longs voyages, ça demande quand même une organisation. Après, moi, c'est vrai que j'ai investi dans l'immobilier pour voyager. Sandra, ma chérie, elle est aussi, elle est en train de faire une formation pour être à son compte. Donc, on a toujours ce sentiment de liberté, que ce soit une liberté financière, une liberté géographique et temporelle. On met en place des choses pour pouvoir, un peu comme toi, travailler d'où on veut quand on veut. Bien évidemment, quand tu travailles à l'étranger, tu peux avoir plus de contraintes quand tu travailles en France, en décalage horaire d'organisation. Mais moi, je développe mes sociétés avec cet axe en me disant, cette société-là, je suis capable de la gérer de partout à travers le monde tant que j'ai en gros une connexion Internet et un téléphone. Donc là, on essaye de voyager régulièrement. Là, depuis le voyage, on est quand même, là, on est encore à l'étranger actuellement. L'année prochaine, on repart un mois à Bali parce que c'est vraiment le pays coup de cœur qu'on a eu. Et surtout parce que je fais construire une villa là-bas. Donc, je vais un peu suivre la construction des travaux. Mais c'est vraiment un pays coup de cœur. Donc, je pense qu'on va plutôt se faire des voyages maintenant, une semaine, 2 semaines, et après faire des voyages plutôt d'un mois, 2 mois. Et on a un peu discuté là-dessus, de se dire peut-être dans 3, 4 ans, ou peut-être moins, tu vois, même dans moins de 2 ans, on se chauffe et on repart 3, 4 mois, tu vois. Ouais. Après, c'est une organisation qui est différente. Ça dépend de ce que tu as mis en place derrière. Tu sais que moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont mis en stand-by quasiment tout ce qu'ils avaient en France ou dans leur pays d'origine pour partir voyager. Et Ouais. nous, on veut vraiment développer ce concept. Et moi, c'est vraiment un concept que je prône. Et la plupart des gens que j'accompagne, ils sont un peu dans cette vision de se dire, bah, moi, je veux plus voyager aussi grâce à l'immobilier. C'est de se dire, en gros, on peut voyager, mais tout en maintenant notre niveau de vie sans perdre de l'argent derrière. Donc, on va essayer de faire quand même continuellement des voyages un peu intéressants. Ouais, je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire. Une dernière question que j'aime bien poser, qu'est-ce qui te ferait dire dans 50 ans, OK, j'ai réussi ma vie? Ah, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui fait dire ça? Je pense, la première chose, c'est que je suis là où je veux, là où j'ai voulu être. Si tu veux, j'ai ma famille, j'ai tout mon écosystème, il s'est organisé par rapport à ça. Je suis super épanoui, donc
pour moi, l'épanouissement, il passe par la famille, les amis et aussi le travail. C'est-à-dire que je fais un métier que j'aime tous les jours. Et je pense que le deuxième point qui est super important, c'est que j'ai réussi à aider toutes les personnes de ma famille potentiellement qui étaient en galère. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu investir en immobilier pour développer des revenus et après aider à terme mes parents, leur rendre un peu la monnaie de leurs pièces qu'ils m'ont donné pendant mon enfance. Et surtout que j'ai inspiré un maximum de gens à réussir et à vivre de leurs rêves plutôt que de rester dans une contrainte de métro boulot dodo et qui me disent écoute Rémi, grâce à la discussion qu'on a eue, la vidéo que j'ai vue, le question, l'accompagnement qu'on a fait, j'ai eu le déclic et je me suis dit c'est mon tour maintenant, il faut que je me lance et que je démarre une nouvelle vie. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on veut te suivre? Alors, tu peux me retrouver donc sur Instagram. Mon Instagram c'est IMO, donc I2MO-6, donc le tiré du bas libre, LIBRE, principalement là-dessus ou sur Facebook directement. C'est vraiment les canaux sur lesquels je suis le plus régulièrement, quoi. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était vraiment très, très intéressant. Et à très vite. Merci à toi, Joris. À très vite. Salut, bye. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion. Et n'hésite pas à interagir avec le podcast, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux, aussi des grands voyageurs. Pour ma part, tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit Libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. À très vite.